Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 17 février, la tension monte chez les agriculteurs pro-barrage Sivens qui souhaiteraient que les zadistes soient évacués au plus vite. Dans le quartier du Grand Rond, les travaux se poursuivent pour accueillir le futur quai des savoirs dédié à l'enseignement et à la culture scientifique. Enfin, vacances toniques pour les jeunes basketteurs de la sélection U13 départementale de Haute-Garonne, des benjamins qui joueront ce week-end lors d'un tournoi régional intercomité. Mais tout d'abord, à l'hôpital Pierre-Paul Riquet, début février, un enfant de 21 mois est décédé après une banale opération des amygdales. Les parents portent plainte contre l'établissement hospitalier pour homicide involontaire. Les détails avec Marlène Canal. C'est le 3 février que l'opération des amygdales du petit garçon de 21 mois aurait eu lieu. L'enfant aurait ensuite saigné abondamment par le nez et la bouche en salle de réveil pendant plus d'1h30 sans qu'aucune décision ne soit prise selon les parents. Le petit patient aurait alors été reconduit au bloc opératoire et il aurait été expliqué aux parents que leur enfant dormait puis qu'il avait été placé dans un coma volontaire pour reprendre des forces. Le garçon sera finalement déclaré mort 4 jours plus tard. Les parents choqués cherchent à comprendre comment une simple opération de 30 minutes a pu tourner au cauchemar. Ils ont porté plainte pour homicide volontaire contre le centre hospitalier de Toulouse, CHU, qui de son côté se dit touché par la détresse des parents et parle de complications chirurgicales et anesthésiques graves lors de l'intervention. Les équipes médicales disent avoir veillé à ce que toutes les informations soient données à la famille tout au long de l'hospitalisation. Le 5 février, un médiateur serait même intervenu. Le CHU se rendra disponible pour répondre à toutes les questions dans le cadre de la procédure engagée. Nous vous en parlions hier. Le tribunal d'instance d'Albi a ordonné l'expulsion des zadistes de la Métairie-Neuve, un corps de bâtiment propriété du Conseil général du Tarn, à proximité du barrage de Sivens. Auparavant, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, avait indiqué que l'expulsion n'interviendrait pas avant le 6 mars, date à laquelle le Conseil général du Tarn doit décider du devenir du projet de retenue d'eau. Aujourd'hui, les agriculteurs pro-barrage de la coordination rurale de Midi-Pyrénées sont déterminés à en finir avec cette situation qu'ils jugent rocambolesque. Reportage signé Jérôme Bolloc. Pas question d'attendre le 6 mars, voici le message de la coordination rurale. Pour l'organisation, la situation n'a que trop duré. Le site doit être évacué le plus rapidement possible et si les autorités ne s'en chargent pas, les agriculteurs menacent de le faire eux-mêmes. Tout est possible. Si l'État ne fait pas son travail, on a des méthodes pour le faire aussi. Pourquoi attendre le 6 mars ? Il y a une décision d'évacuer le site, qu'on l'évacue aujourd'hui ou demain. Pourquoi attendre le 6 mars? Parce qu'ensuite, le 6 mars, il y aura encore une réflexion et on peut tout imaginer. Ça empoisonne la vie des agriculteurs, ça empoisonne la vie de tous les riverains de ce secteur. Des gens qui veulent vivre paisiblement, soit de leur travail, soit justement de leur habitation, ne peuvent pas le faire, c'est inadmissible. Christian Conrad, l'un des opposants au barrage à cette remise en grève de la faim cet automne, est en contact permanent avec les zadistes qui occupent la Métairie. Personnellement, et nous c'est ce qu'on pense aussi dans le collectif du Testé, la décision ne sera prise que vers le 6. Parce qu'il y a les procédures aussi, les actes juridiques à mettre en place, ça prend un certain temps. Ce matin, j'ai eu une discussion aussi avec Sylvain, qui est un des porte-parole des zadistes, en fait, de ce qu'on appelle les bouilles historiques. Et lui aussi n'est pas des plus inquiets, quoi. Bon, on s'attendait de toute manière à cette expulsion, quoi. À cette demande d'expulsion, quoi. Ça a été pressé par les pro-barrages parce qu'il faut qu'ils se mettent en évidence. Sous-entendu, les conseillers généraux qui pressent le pas sont en campagne. Pour autant, Christian Conrad, même s'il soutient les zadistes, c'est qu'il faudra qu'ils partent à un moment ou à un autre. Ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas chez eux. On est sur un terrain qui est privé, là. Voilà, quoi. Le collectif du Testé ne participera pas à la manifestation en soutien aux ZAD et contre le monde des bétonneurs de samedi à Toulouse. Un rassemblement non déclaré en préfecture, prévu à 14 h au Capitole. Faut-il prolonger la ligne B du métro jusqu'à la Belge ou créer une 3e ligne? Le sujet continue de diviser les partis politiques. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts se prononce en priorité pour le prolongement sans être opposé à une nouvelle ligne plus tard. Explication dans le reportage de Romain Chevalier et Jessie Perrier. Transport toulousain au cœur du débat.
Le prolongement de la ligne B est en grande difficulté. Jean-Luc Moutin, président de Toulouse Métropole, souhaiterait abandonner le projet au profit d'une troisième ligne de métro d'un coût de 2 milliards d'euros. Un revirement que le Sicoval et des élus verts ne digèrent pas. Nous, les écologistes, on a réfléchi et on propose le prolongement de la ligne B parce que c'est très important pour le secteur du sud-est toulousain, en se disant que peut-être il faut regarder de raccourcir ce prolongement, on va dire, pour économiser un petit peu d'argent à la fois pour le SMTC et le Sicoval. Ce que nous ne voulons pas, c'est que parce qu'on ferait une troisième ligne métro dans 10, 15 ou 20 ans, on arrête de faire ce dont on a besoin immédiatement. Les deux candidats du canton Toulouse 11 Ramoville pour les départementales, soutenus par le parti Nouvelle Donne, ne sont pas hostiles à la troisième ligne de métro. Ils proposent même un compromis, raccourcir la future nouvelle ligne et la relier au prolongement, mais priorité au projet financé. On a trop attendu. Comment on pourrait oser demander aux Toulousains, aux personnes qui habitent ou qui se déplacent sur Labège, sur Ramonville, d'attendre encore? Aujourd'hui, il y a des projets qui sont étudiés, qui sont financés, qui sont à une échéance d'environ 5 ans. 5 ans, moi je trouve que c'est déjà très très loin. Michel Bleuze et Henri Arévalo, s'ils sont élus, se positionneront en faveur du prolongement, une solution qu'ils jugent plus réaliste. Sur les allées Jules Guesde, les travaux du Quai des Savoirs se poursuivent. Les bâtiments de l'ancienne faculté des sciences abriteront le siège de l'Université fédérale de Toulouse et un centre pour le partage des savoirs. Jean-Marc Lucas nous en dit davantage sur ce vaste chantier. En passant sur le Grand Rond, vous voyez ce bâtiment majeur sans savoir qu'il fait partie du Quai des Savoirs, qui regroupera toute la plateforme scientifique toulousaine, du vivant et du high-tech. On va y trouver du numérique, on va y trouver de la communication et l'animation scientifique, on va y trouver de la connaissance, on va y trouver de l'expérimentation et on va y trouver, je pense, de nouvelles idées pour nos startups toulousaines. Cet ensemble d'anciens bâtiments réhabilités fait partie du patrimoine toulousain jugé intouchable, mais pas réaménageable. Du coup, on n'a travaillé que sur le sol. Toute l'innervation en fait, du bâtiment se fait par un nouveau sol qui vient déborder sur les allées Jules Guesde et sur le jardin des plantes. Et donc, il vient accueillir le public. Et ce sol, c'est un sol technologique un petit peu, puisqu'on va pouvoir y connecter des installations éphémères, mais il est aussi support déjà de lumière et de support d'information numérique et interactif et tous ces éléments-là. Donc, il est vraiment conçu comme un sol contemporain dans un bâtiment ancien. Dès la rentrée 2015, vous pourrez visiter ce lieu de formation, d'échange et de création. Ils ont entre 12 et 13 ans et défendront les couleurs de la Haute-Garonne de vendredi à dimanche lors d'un tournoi intercomité de basket qui réunira les 8 départements de Midi-Pyrénées. Robin Puel a rencontré ces benjamins, filles et garçons qui forment la sélection U13 du département, hyper motivés pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Jugez plutôt. 2 ans déjà que cette génération de basketteurs haut-garonnais passe les étapes de sélection. C'est maintenant la dernière ligne droite pour la vingtaine de garçons et filles qui représentent les meilleurs joueurs du département. Sur le parquet de la maison du basket, joueurs et entraîneurs peaufinent les derniers détails avant de partir affronter les autres sélections de la région. C'est assez intensif parce qu'on prépare le tournoi et on travaille, on essaye d'améliorer tout ce qui ne va pas et pour être le meilleur possible pour le tournoi. On espère toujours aller le plus haut possible, mais après... si on peut aller en finale, ce serait génial, mais si on n'y va pas, c'est qu'on n'a pas le niveau et qu'il faut travailler encore. Éthique de travail et cohésion d'équipe, tels sont les objectifs recherchés par les coachs. Ils s'appuient même sur des activités comme le théâtre pour souder le groupe. Mais le basket n'est jamais bien loin. Le travail en sélection complète celui effectué par les clubs. Nous, on travaille essentiellement sur leur compréhension du jeu. Donc on met en place au niveau pédagogique une approche où on travaille sur la recherche de solutions et qu'ils soient vraiment acteurs de leur formation. Là, c'est juste une première étape. Donc en termes de résultats sportifs, on n'a pas forcément d'objectif. Bon, on est le plus gros département de Midi-Pyrénées, donc on est censé finir dans les premiers. Avec plus de 500 licenciés dans la catégorie U13, la Haute-Garonne est le plus gros pourvoyeur de jeunes basketteurs en Midi-Pyrénées. Un statut de numéro 1 que joueuses et joueurs voudront défendre sur le terrain ce week-end. On ouvre une page culturelle avec l'exposition de Jérémy Gobet, jeune artiste parisien qui sculpte le textile. Ses œuvres surprenantes sont à découvrir à l'espace Saint-Cyprien et au centre culturel Bellegarde. Romain Chevalier et Anaïs Tourès nous en disent davantage sur son travail.
Redonner ses lettres de noblesse à la laine, voici le projet de l'artiste Jérémy Gobet sur ces deux expositions, installées à l'espace Saint-Cyprien et au Centre culturel Bellegarde. À Saint-Cyprien, l'œuvre « La liberté guidant la laine » épouse à merveille les lieux. Jouant entre volume et lumière, l'artiste parisien a laissé parler sa créativité. La trame, c'était de redonner de la vie dans ce motif. Donc on le voit au niveau des formes qui sont inspirées de la nature et qui sont inspirées de formes assez organiques. Cette installation, pour moi, elle est sur un fil, c'est-à-dire que justement le tricot, quand on touche les murs, est quelque chose de très doux, très agréable, très cocon, des choses qui nous rappellent des souvenirs. Et en même temps, j'aime travailler la lumière pour qu'on ne se sente pas non plus totalement bien, ce soit un fil entre un bien-être et un mal-être parce que finalement, ça parle aussi de cette industrie qui a périclité. La dimension sociale est à l'origine de toutes les œuvres de l'artiste. De chacune de ses rencontres, il retient une matière et décide de la faire revivre. Une démarche qui s'accompagne d'un nouveau savoir-faire, poussant Jérémy Gobet à une remise en cause continue de sa pratique. Justement, je suis parti d'un motif de tricot, jacquard. Je faisais une autre installation, une autre œuvre, des morceaux de coraux que j'avais trouvés à Emmaüs, que j'ai continué avec différents matériaux. Et un ressemblait vraiment à du tricot, c'était un oursin. Et j'ai eu envie de le continuer comme si la nature n'avait pas arrêté son œuvre, comme si ces objets n'étaient pas morts. Et donc j'ai appris le tricot, c'est un peu une particularité de mon travail aussi. L'artiste contemporain expose également à Bellegarde, cette fois-ci sous un autre angle. Les meubles ont cet aspect particulier d'avoir une géométrie et c'est quasiment des sculptures pour moi et en même temps elles ont une fonction. Et pour révéler un petit peu cet aspect sculptural de ces meubles, j'avais tricoté des pulls pour les habiller et qu'on ne voit plus que justement que ces formes-là. Les deux expositions de Jérémy Gobet seront visibles jusqu'au 10 mars prochain. Louane était à Toulouse aujourd'hui et ses fans aussi. La jeune chanteuse et actrice de 18 ans qui sort bientôt son premier album était invitée par Chéri FM pour une émission qui se tenait depuis le café du Florida. L'occasion pour ses fans toulousains d'approcher la jeune actrice toujours à l'affiche dans le film La famille Bélier. Anna Guerre, Alain Sorat. Ils étaient nombreux à attendre devant un bar place du Capitole cet après-midi. Certains sont même venus de loin pour voir leur idole, Louane, dernièrement nommée meilleur espoir féminin au César pour le film La famille Bélier. Je trouve que c'est une bonne chanteuse et comme dans La famille Bélier, elle joue bien son rôle. Tu as fait la route? Oui. Combien d'heures de route? 1h15. 1h15 pour venir là-bas? C'est grâce à The Voice, elle a été connue un peu partout en France. Elle nous dit qu'on peut croire en nos rêves, c'est important. C'est notre femme, c'est notre fan. Elle chante bien. Elle chante bien? Ouais. Et c'est une bonne actrice. Après une heure d'attente et d'impatience, la star arrive enfin. Bonjour Louane, qu'est-ce que ça fait d'être là? C'est vraiment super cool. Et votre succès, vous en pensez quoi? Je sais pas vraiment, désolée. J'essaye de pas trop faire attention en fait. Merci. Pour ceux qui n'auraient pas pu voir la starlette, le film est encore dans les salles toulousaines et ses tubes sont disponibles sur internet. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.